Un peu d'art mathématique, ça changera. Par définition, la science est le domaine de l'objectivité et l'art, son concept opposé, est le domaine de la subjectivité. Donc science et art sont deux concepts opposés en forme de yin-yang. Comme disait l'illustre savant Paul Dirac, il faut savoir marier les deux, science et art, quand on fait des sciences ou de l'art. Les mathématiques est une sous-catégorie de la science, et l'algèbre en est sa première théorie en mathématiques. C'est la plus importante, parce que dès qu'on attaque une problématique, il faut en faire son algèbre, sa décomposition en éléments simples. La définition des mathématiques, c'est l'ensemble des connaissances abstraites issues de raisonnements logiques. Chaque problématique a sa logique. Il suffit de déterminer la logique d'une problématique et puis après on bâtit des raisonnements, des structures, des postulats. Après une longue analyse, on étudie la cohérence logique de ces postulats. Tant qu'on n'a pas de contradiction, on continue dans la théorie. Jusqu'à soit pas de contradiction, soit une contradiction et on arrête la théorie. Incohérence. Puis Carl Friedrich Gauss a introduit un saut conceptuel, c'est-à-dire qu'il n'existe pas que la géométrie euclidienne, mais d'autres types de géométrie, comme la sphérique ou l'hyperbolique, démontrés. D'ailleurs, Einstein s'en est beaucoup servi en utilisant l'espace de Minkowski, grâce à Poincaré et Lorentz. Donc, j'ai introduit dans mon postulat 5 sur les fondements de l'existence que tout concept, le bien, le mal, l'amour, la haine, le destin, le hasard et un des 16, tout concept, a son espace-temps, ensemble-temps, énergie, information propre. Les espaces-temps sont de dimension 5, 3 dimensions d'espace, 2 dimensions de temps. Première dimension du temps réel, deuxième dimension imaginaire dans un modèle simpliste. Donc, chaque concept a son espace-temps, ensemble-temps, énergie, information propre. L'espace dans ce concept est de dimension 3, bon vieux repère cartésien d'un espace euclidien classique. Par contre, le temps est dimension 2. Il y a 2 dimensions dans le temps, de base. La dimension réelle de la montre, toujours la même, la dimension de la matière, monodimensionnelle, et une dimension imaginaire, I carré égale moins 1, le corps des nombres complexes. Oui, parce qu'il faut comprendre l'algèbre, qui est que l'ensemble vide est inclus dans les entiers naturels, qui est inclus dans les entiers relatifs, qui est inclus dans les nombres rationnels, qui est inclus dans les réels, qui est inclus dans les complexes, qui est inclus dans les quaternions trouvés par Hamilton, et qui est inclus dans les octonions, entre autres trouvés par Cayley. Les réels, c'est un espace de dimension 1, commutatif et associatif. Mais le carré d'un nombre est toujours positif. Ah bon ? Puis on passe au complexe, dimension 2, I carré égale moins 1. Donc là, attention, il y a des carrés qui peuvent être négatifs. Ah. Dimension 2. Algèbre commutative et associative. Puis on passe au quaternion, trouvé par Hamilton, dont il y a 4 vecteurs de base, 1, I, J, K. I fois J égale K, J fois I égale moins K. Bon. Donc là, attention, on est plus commutatif, mais toujours associatif. Puis après, on monte d'un cran, dimension 8, les octonions. Et là, algèbre non commutative,
et non associative. Les octonions. Bon, pourquoi notre univers n'est pas commutatif? À mes étudiants, je leur donne toujours la bonne vieille astuce des chaussettes et des chaussures. À mes étudiants, je leur dis toujours, tu dois faire 2 opérations. La première, mettre tes chaussettes, la deuxième, mettre tes chaussures. Tu fais 1-2 ou 2-1 comme choix. Tu mets d'abord tes chaussettes puis tes chaussures, ou tu mets d'abord tes chaussures puis tes chaussettes? Est-ce qu'on obtient le même résultat? Non, c'est pas commutatif l'univers. Puis est-ce qu'il est associatif? Ah bah non plus. L'exemple le plus simple, c'est la musique. Do, ré, mi, c'est pas pareil que do, ré, mi, ou do, ré, mi. C'est pas pareil. Donc l'univers n'est ni associatif ni commutatif. Donc une algèbre raisonnable pour quantifier l'univers, c'est minimum les octaves de Cayley-Graves, donc les octonions pour commencer. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc déjà, si vous comprenez rien à la théorie des octonions, vous allez avoir du mal avec moi. Dimension 8. Puis après, il faut se taper un peu de géométrie. Donc, pour commencer, la géométrie euclidienne, le bon vieux théorème de Pythagore. La somme des carrés des longueurs est égale au carré, la longueur au carré de l'hypoténuse. Ou alors, moi je préfère x carré égale y carré plus z carré. Bon. Puis après, il y a le théorème de Thalès. Le rapport des longueurs est un invariant. Donc, il y a géométrie vectorielle euclidienne, géométrie affine, où là, il faut utiliser le théorème de Thalès. Puis après, géométrie projective. Costaud, la géométrie projective. Et puis là, c'est pas les longueurs qui sont invariants. C'est pas les rapports de longueur qui sont invariants. C'est le bi-rapport des longueurs qui est invariant. On le sait très bien depuis Félix Klein et son programme Erlangen. Donc, géométrie euclidienne, géométrie affine, géométrie projective. Il faut se taper ça aussi. Et donc, dans la géométrie projective, on découvre des théorèmes fascinants, comme Pappus, Desargues, Chasles, Pascal. Il y en a dans les bibliothèques de maths, mais il y en a, j'ai même pas eu le temps de tout lire. Moi, je les ai retrouvés moi-même. Donc, il faut se taper de la géométrie affine, euclidienne, affine, projective, etc. Puis après, il faut taper dans la théorie de Benoît Mandelbrot, les fractales. Le triangle de Sierpinski et des choses comme ça. L'ensemble triadique de Cantor. Puis après, il faut comprendre le paradoxe de Russell, qui dit comme un con que l'ensemble de tous les ensembles est un paradoxe. Bon, vous lirez ça dans les bibliothèques. Mais il est con, il veut prendre une photo d'un truc qui bouge. C'est complètement con. Donc la bonne notion, c'est l'ensemble-temps de tous les ensembles-temps. Et c'est pas pareil. Parce que lui, il existe, mais il est en perpétuelle évolution. Pourquoi ? Parce qu'il y a entre autres un opérateur très célèbre en mathématiques, grand P, qui est l'ensemble des parties. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble, associe l'ensemble de toutes ces parties. Donc si on a un ensemble fini à n éléments, P de E, si E est un ensemble à n éléments,
P de E a combien d'éléments? Facile, 2 puissance n. Hein. Et théorème de Cantor, quand on fait sur un ensemble infini agir l'opérateur ensemble des parties, cet infini-là explose en un infini d'une taille 1 au-dessus, grâce au cardinal des alephes, Cantor. Le plus petit ensemble infini, c'est les entiers naturels. Après, nombre réel, c'est aleph 1. Puis après, P de R, c'est aleph 2. PP de R, c'est aleph 3, etc. Donc on construit par un escalier de récurrence une infinité d'ensembles infinis de plus en plus gros, qui ne sont pas en bijection l'un avec l'autre. Bon, il faut se digérer ça aussi. Donc bon courage à ceux qui vont essayer de comprendre un tout petit peu ce que je fais. Bon courage.